et à tous. Pas pour vous annoncer des nouvelles douloureuses, mais plus pour vous parler, en fait, parler de la douleur. Alors, c'est un thème qui est paru assez naturel, probablement au comité d'organisation, de commencer par là, parce que c'est peut-être le symptôme, le signe fonctionnel le plus fréquent de vos activités en kinésithérapie. La deuxième chose qui m'est apparue, c'est qu'il me paraissait tout à fait normal quand j'ai découvert le logo de l'Institut Lorrain de formation en massokinésithérapie de Nancy, qui ressemble très étrangement à une réglette de mesure de la douleur. Alors je vais axer ma présentation autour de 6 idées fortes autour de la douleur, avec des mots autour de l'inflammation, autour de la mémorisation, autour de l'inutilisation, autour de la désinformation, et sur le plan thérapeutique, autour de l'anticipation et autour de la personnalisation des traitements. Premier élément, et c'est des données neurophysiologiques que je vais vous donner nouvelles ou semi-nouvelles, pour certaines, d'autres très anciennes pour d'autres. Les phénomènes inflammatoires. Vous êtes bien au fait de vous dire que l'inflammation, vous la combattez tous les jours. Mais ce qu'il faut retenir peut-être simplement, c'est que ce n'est pas seulement en traumatologie et ce n'est pas seulement en phase aiguë. L'inflammation est au cœur même des processus douloureux, ça a été démontré, l'imagerie nous l'a démontré, et aussi les mesures et des analyses biochimiques autour de la substance P et des bradykinines démontrent par exemple que dans le cadre de fibrose épidurale, maladie chronique, etc., il y a des phénomènes inflammatoires majeurs. C'est un facteur d'entretien et de pérennisation des douleurs. Quand vous prenez chez des amputés tibiaux douloureux et que vous faites de l'imagerie, vous vous rendez compte qu'il y a des nerfs beaucoup plus épais, beaucoup plus enflammés, avec des signes d'imagerie en IRM qu'on voit, et qui sont corrélés au phénomène de douleur. D'où l'importance de traiter fondamentalement l'inflammation à tous les stades, qu'il s'agit de pathologies traumatiques, orthopédiques d'appareil locomoteur, neurologiques, au stade aigu et au stade chronique. Objectif, casser l'inflammation aiguë ou chronique. Et c'est ce que vous retrouvez dans la littérature anglo-saxonne, c'est le terme de sensibilisation, qu'on peut traduire aujourd'hui comme sensibilisation du système nerveux. C'est ce qu'on appelle l'inflammation neurogène. Inflammation neurogène, et le terme, il ne faut pas s'y méprendre, dans de la pathologie traumatique aiguë pure de l'effecteur locomoteur, il y a des mécanismes neurologiques, neurophysiologiques. Il y a donc un décloisonnement complet entre les pathologies de l'appareil locomoteur et les pathologies neurologiques. Donc, et pour ça, nous avons des outils multiples, thérapeutiques, pour traiter cette inflammation. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'était les aspects de la mémorisation. D'où l'intérêt de traiter tôt et de traiter fort. Car le cerveau est une éponge. Le cerveau emmagasine les informations, mémorise les informations. Alors bien sûr, c'est vrai dans la douleur aiguë, en douleur chronique, et la douleur avant d'être chronique qui vous préoccupe et qui vous embête bien avec des patients dont on sait que faire, la douleur aiguë, chronique, avant d'être chronique, elle est aiguë. Parce qu'après se construit plein de choses, des comportements inadaptés, des troubles cognitifs inadaptés, etc. Donc il faut taper vite et fort. Taper vite et fort sur le plan médicamenteux, mais aussi sur le plan psychologique. Entourer, expliquer, casser l'anxiété, etc. de façon précoce quand vous avez des patients à prendre en charge. Ceci a été démontré par des éléments d'imagerie, et notamment en IRM fonctionnel, où on démontre que chez des patients douloureux versus non douloureux, il y a des zones d'activation au niveau cortical très très particulières. Alors ça a un impact aussi dans ce que vous dites aux patients. Les patients, et vous leur expliquez facilement qu'ils mémorisent la douleur, version négative de la classification internationale du fonctionnement, je mémorise la douleur, l'amputé qui n'a plus de jambes, il a toujours mal au membre inférieur par des réorganisations corticales, mais vous pouvez expliquer aussi à vos patients que leur cerveau, qui est une éponge et qui sait apprendre, est capable de mémoriser la non-douleur. C'est-à-dire que prendre un traitement antalgique ou utiliser des thérapeutiques non médicamenteuses sur une durée donnée et qu'on a l'impression que finalement c'est qu'un cache-misère symptomatique, c'est pas seulement un cache-misère symptomatique pour être mieux, pour aller, voilà, mais c'est aussi pour faire mémoriser la douleur.
Donc expliquer ça aux patients est tout à fait utile dans la relation thérapeutique que vous avez avec vos patients. Le troisième élément que je voulais aborder avec vous, c'était les phénomènes d'inutilisation. En effet, vous connaissez le cercle vicieux particulier, douleur, inutilisation et déafférentation. La terminologie de la déafférentation, on y pense souvent dans les pathologies neurologiques, notamment les pathologies neurologiques centrales ou les pathologies neurologiques périphériques. L'archétype pour les étudiants et anciens étudiants, c'est évidemment les douleurs de déafférentation sur le plexus brachial, par exemple, atteinte du système nerveux périphérique. C'est vrai, chez les blessés médulaires, chez les amputés, c'est typique des atteintes de déafférentation où il y a des lésions de l'appareil neurologique. Ce qu'il faut bien penser aussi, c'est que tout patient qui change son mode d'activité, sa motricité, etc., modifie sa boucle sensorimotrice et donc déafférenté. Une pathologie orthopédique de l'effecteur locomoteur sans atteinte neurologique est quelqu'un qui est déafférenté et qui, par là même, présente des douleurs qu'on ne qualifierait pas dans la classification des douleurs de déafférentation, mais il est dans un état de déafférentation qui est tout à fait important. Sur des atteintes traumatiques, mais simplement chez quelqu'un qui a un traitement orthopédique, ou même un traitement orthopédique par excès et sans lésion, vous plâtrez quelqu'un, vous, qui n'avez pas de pathologie, vous le déafférentez. Évidemment, vous le savez. Pour illustrer ces éléments-là, je voudrais rappeler un travail qui avait été fait à l'hôpital Jeanne d'Arc avec le professeur Dapp et collaborateurs, et un certain nombre d'entre vous ici, où on mesurait par des techniques électrogoniométriques la flexion-extension du coude dans le temps. On avait mesuré chez ces patients qui avaient eu des arthrolyses post-traumatiques, parce que c'est des gens qui avaient des raideurs sur, par exemple, une fracture supracondylienne du coude, ils avaient une raideur. Au bout d'un certain temps, étant gênés fonctionnellement, le chirurgien décidait de leur faire une arthrolyse pour qu'ils récupèrent et utilisent cette fonction. Ce qui a été démontré par ces mesures électrogoniométriques, c'est qu'en dépit d'une excellente récupération fonctionnelle, par l'arthrolyse chirurgicale, mais aussi par les techniques de kinésithérapie qui faisaient suite, ils ne réutilisaient pas les fonctions qu'ils avaient récupérées, l'arc d'amplitude articulaire qu'ils avaient récupéré, parce qu'ils avaient déprogrammé au niveau cortical la part du mouvement. Ainsi, vous pouvez voir sur le petit graphe en dessous, pour une activité par exemple de repas, vous voyez en bleu, quand vous voyez en axe des abscisses, les amplitudes articulaires nécessitées et le temps passé dans chacune des phases d'amplitude articulaire pour réaliser cette activité de repas. Vous voyez en bleu ce spectre d'utilisation nécessaire. Vous voyez en rouge ce qu'il avait après arthrolyse. Après l'arthrolyse, il pouvait reprendre le bleu. Il ne reprenait pas le schéma bleu. Il continuait à utiliser ces éléments. Et cela était lié au délai, donc au temps d'apprentissage de la malutilisation de son membre supérieur. Donc vous voyez cette notion de pérennisation d'un schéma appris. Le cerveau, c'est une éponge à capter, à apprendre et à capter de l'information, à capter de la douleur également. Donc autant que le cerveau apprenne des choses de qualité, du mouvement de qualité, une organisation normale, et ne s'imbibe pas de douleur ou de mésutilisation telle que le fait. Alors tout ça a été très très bien décrit dans les pathologies neurologiques centrales. Et Meij parlait en 1905, avec l'arrêt transitoire de la mobilité, paraît avoir sombré toute mémoire de la fonction. C'est bien ça, c'est tout le fondement même des thérapeutiques forcées et contraintes que vous connaissez, que vous voyez utiliser dans les pathologies neurologiques centrales. Mais pensez-y aussi, car l'homme est un tout, on ne doit dissocier la partie de l'effecteur locomoteur des éléments neurologiques et neurophysiologiques. Il y a en effet, le cerveau il absorbe tout et il y a une concurrence des afférences. C'est-à-dire que quand le cerveau n'a plus à rentrer un certain nombre d'afférences, et c'est utile à titre thérapeutique, quand vous faites de la compensation, vous utilisez des afférences complémentaires pour suppléer quelque chose qui manque, mais il y a vraiment cette notion de concurrence, d'informations motrices, sensitives, sensorielles, douloureuses, et donc il ne faut pas laisser envahir
la personne par les phénomènes douloureux. Les gens vous le décrivent très très bien sur un plan psychologique. Quand vous les interrogez des douleurs chroniques, ils vous disent « je suis envahi par la douleur, je ne vis que ça » et ils ont des comportements qui sont liés à ça. C'est certes sur un plan du ressentiment et des éléments psychologiques, mais c'est exactement la même chose et c'est éprouvé sur un plan purement somatique, on va dire neurophysiologique. D'où l'intérêt d'utiliser tout ce que vous avez à disposition, et vous avez beaucoup d'armes pour ça, de réafférentation sensorielle, dans la prévention du canal carpien. Et je donnerai simplement l'exemple, et je retourne à la chirurgie de la main, du professeur Dapp qui dit à ses patients opérés d'un canal carpien, opération extrêmement bénigne aujourd'hui, et d'ailleurs dans le cadre des référentiels sécurité sociale, un petit nombre simplement de séances de kinésithérapie est accordé, je crois, qui est de 0, très bien, je vois que les étudiants suivent parfaitement les choses. Et donc, il faut faire une auto-rééducation, et c'est très très utile. Et cette auto-rééducation, c'est mettre les mains en l'air, se toucher les mains, et surtout quand on fait faire des mouvements des doigts simplement comme ça, il faut les regarder. Il faut les regarder, les éléments de désinformation. Et c'est la notion du modèle central de la douleur, il faut redonner une cohérence. En effet, vous constatez fréquemment qu'il existe une certaine disproportion entre des lésions objectives que vous constatez, vous, à vos examens cliniques, que vous mesurez dans le cadre de l'imagerie, par exemple, des gens qui finalement n'ont rien, ou quasiment rien avec les mains, et qui souffrent beaucoup. Quelques exemples, algodystrophie, donc régional complexe de type 1, fibromyalgie, dystonie focale du membre supérieur, pathologie répétitive, voilà, qu'on classe aujourd'hui dans les TMS, membres fantômes douloureux, vous n'y voyez pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose, et finalement, ils ont très mal. Parallèlement, les données d'imagerie fonctionnelle vous démontrent qu'il y a lorsqu'il y a des informations aberrantes de la périphérie, incohérentes, maltraitées, mal considérées, maltraitées par le cerveau, eh bien, il y a des douleurs extrêmement importantes et des activations corticales spécifiques. La problématique, c'est, et vous le savez, par exemple, dans le cadre des troubles de l'équilibre, c'est l'incohérence entre les afférences qui viennent du système vestibulaire, de la proprioception, des yeux, etc., de l'oreille interne, et tout le truc, c'est quand il y a une incohérence que des symptômes sortent. Qu'il y a une instabilité, qu'il y a des syndromes vertigineux, voire des vertiges. C'est par cette notion d'incohérence. La douleur est la même chose. Le modèle central de la douleur qui a été démontré est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une incohérence entre l'intention motrice et le feedback tel qu'il devrait être et tel qu'il est réellement par le système d'afférence. Et pour en donner une illustration, des expérimentations faites par des rhumatologues ont été faites par des manipulations sensorielles par miroir. Vous avez ici un patient, une patiente, des sujets sains, qui travaillent devant un miroir ou devant un écran mat, et auquel on fait faire soit des mouvements cohérents des deux côtés, qu'on appelle congruents, les flexions en même temps, ou alors des mouvements dissociés, on demande de faire une flexion d'un bras et une extension de l'autre. Quand il est face au miroir, il y a une cohérence d'information au niveau du cerveau. Quand il est face à un élément mat, il y a des éléments d'incohérence. Et par ça, il a été démontré que sont apparues des perceptions et des fausses perceptions tout à fait importantes chez des sujets sains, lorsqu'il y avait des mouvements incongruents. On arrive à trafiquer les sensations, donc les perceptions sensorielles, dans 66% de la population normale, lors des différentes modalités, prédominance du manque caché, de façon immédiate et passager, ça ne perdure pas, mais pendant qu'on le fait, on peut faire apparaître des troisièmes membres, des perceptions de troisième membre, on peut même modifier l'état inflammatoire du membre, avec des mesures œdémométriques qui ont démontré que simplement par ces mouvements incohérents, on modifiait la physiologie, donc tout ça a été très très validé dans d'excellentes revues. Ça va de l'inconfort à la douleur modérée, changement de température, de poids, disparition de membre, bizarrerie, des choses tout à fait perturbantes. Mais donc, utilisons ça. Ça tient à la question, quand vous avez une commande motrice, vous avez une copie d'efférence, et donc un feedback des afférences, des rétroafférences prévues. Et puis, il y a ce qui revient, et ce qui revient naturellement par le système, il est éventuellement détraqué par des pathologies des récepteurs, des pathologies de la voie de la transmission, des pathologies du traitement de l'information. Quand il y a une incohérence dans le calculateur central, ici dans ce comparateur, le symptôme apparaît, le symptôme douloureux apparaît. D'où l'intérêt d'utilisation de thérapeutiques, telles que thérapeutiques par l'heure sensorielle, qui peuvent être utilisées, thérapeutiques par mémoire dans le cas de douleur,
ça marche pendant qu'on l'utilise, et après il faut évidemment rebondir là-dessus sur un climat d'indolence pour utiliser les techniques traditionnelles de référentation que vous connaissez. C'est cet état qu'on appelle l'état de dyssensory, et c'est caractérisé par de multiples symptômes de perturbations sensorielles, troubles du schéma corporel, et la douleur en fait partie. Pour ça, il y a quand même, vous voyez, ça survient chez 66 patients, donc quasiment la population normale, mais il y a une sensibilité, une susceptibilité particulière des individus, seuil de détection des changements sensoriels, niveau de conscience du corps qui est éminemment variable, de façon innée, mais aussi probablement de façon acquise par rapport à certaines situations. Une autre publication qui a été faite, où cette fois-ci, et ça ne va pas être pour vous rassurer, a été étudiée à la fois des sujets sains et des sujets fibromyalgiques. Et on s'est rendu compte que les fibromyalgiques avaient exactement le même comportement que les sujets sains, si ce n'est avec un seuil de déclenchement plus rapide. Ils étaient moins capables de gérer la différence d'informations entre eux. Les cerveaux étaient moins capables de gérer cette incohérence, et donc avec des symptômes plus précoces, mais on fonctionne pareil. Ce qui signifie pour vous tous que vous êtes tous des fibromyalgiques en puissance. Il s'agit simplement des questions de seuil, ça ne va pas vous rassurer, mais c'est normal, parce que finalement les fibromyalgiques sont des hommes et des femmes comme les autres. La question est une question de seuil, mais évidemment, par votre expérience motrice, par tout ce que vous développez, vous avez un seuil bien plus élevé, donc vous risquez assez peu sur le plan fibromyalgique. Donc il y a bien un continuum entre le sujet sain et le sujet pathologique. Donc c'est la question de seuil mal réglé. Et c'est ce qu'il faut dire à vos patients qui présentent des symptomatologies fonctionnelles dans le cadre de la fibromyalgie ou d'autres choses. C'est qu'il n'y a rien de cassé, il n'y a rien à réparer, il n'y a qu'à régler le moteur, régler la machine, réafférenter. Et ça se fait par des techniques de kinésithérapie sur des moments donnés, mais ça se fait beaucoup par l'activité la plus courante, par l'auto-éducation, par l'auto-exercice, par la mise en activité, par une démédicalisation, une déprofessionnalisation d'un certain nombre de choses. Il faut expliquer, il faut mettre en route, parce qu'il faut du temps. Pour régler un moteur, il faut des afférences et il faut du temps. Ça ne se règle pas par 4 coups de cuillère à peau à 3 séances de kinésithérapie par semaine. Même des séances de très longue durée. Donc il faut du temps, il faut immerger, etc. pour redonner une cohérence entre les intentions et les réalisations. Et les techniques que vous utilisez plus particulièrement, c'est toutes les techniques de référentation, c'est les techniques de feedback, les techniques de connaissance des résultats, montrer aux gens qu'ils ont progressé là-dedans, fait comme ça, donc il faut des petits outils, ou même simplement de la conviction pour le démontrer, mais aussi c'est des techniques facilitatrices initiales, comme les usages des leurres sensorielles, mais c'est un peu particulier. Le 5e point, et on sera plus rapide et c'est plus banal et courant, c'est l'importance d'une anticipation et d'avoir une stratégie adaptée. C'est en effet des protocoles de rééducation particuliers, précoces et efficaces pour la douleur symptôme. On anticipe, on sait qu'une arthrolyse de genou, c'est beaucoup plus douloureux qu'une prothèse totale de genou. C'est évident à vous et à tout le monde. Donc il y a des protocoles spécifiques, rééducatifs, anesthésiques, analgésiques, tout particulier qu'il faut bien respecter, et il faut bien informer le patient et éduquer le patient pour ne pas rentrer dans le schéma de la douleur chronique. Donc vous voyez qu'on a toute une place, et vous avez toute une place particulière sur l'éducation du patient, qui doit connaître son affection, comprendre, savoir détecter et réagir, anticiper, autogérer, toute la définition de l'éducation thérapeutique qui est un enjeu important pour nos professions et aussi pour la santé publique et le coût de la santé également. Donc vous devez mixer dans le cadre de l'anticipation à la fois une protocolisation, et toute protocolisation c'est fait sur des moyennes, ça ne convient pas forcément à tout le monde, mais c'est éminemment nécessaire par rapport à des types d'interventions, par rapport à des techniques, et une personnalisation parce qu'une nouvelle fois, il y a une variabilité interindividuelle et il faut prendre en compte les personnalités et les environnements des personnes. On vient donc au dernier point qui a trait à la douleur et au choix des traitements, l'importance d'une personnalisation et d'un pragmatisme
vous comprenez bien qu'il s'agit beaucoup de réglages et de choses particulières. Donc personne n'a la science infuse dans ces affaires-là. Vous voyez qu'il y a plein de facteurs qu'on maîtrise et qu'on ne maîtrise pas. Donc il faut pouvoir être pragmatique. Le premier point, quand vous êtes des patients douloureux, il est nécessaire d'avoir un diagnostic médical, un diagnostic qui vous permet de dire où on en est objectivement sur le plan de l'imagerie, sur le plan du diagnostic, pour ne pas faire des bêtises. Parce que, faute de patients fatigants, qui ont des contextes psychologiques et environnementaux effroyables, eh bien on passe à côté de l'affection climatique importante, parce qu'on n'en a pas envie de voir. Nous les médecins, vous les thérapeutes, de la même façon, on se dit c'est bien, et on passe à côté de choses. Nous on l'a vu très nettement, pas pour ce type de pathologie et de gens qui étaient usants, chez des amputés par exemple, on dit les amputés, bah oui, il y a le douleur du membre fantôme, c'est classique, et puis il y a même le névrome d'amputation, donc voilà, donc ils ont toujours ça. Et ben, on s'est rendu compte que si on allait au fond du diagnostic médical, qu'on utilisait un bon interrogateur clinique et l'imagerie, on trouverait de multiples pathologies, de bursites inflammatoires, de fractures de contrainte, des pathologies qu'on ne connaissait pas, des ostéonécroses chez des amputés, pathologies qu'on a découvertes. Tout ça parce qu'on disait le diagnostic un peu facile. Et bien pareil, dans vos pathologies, et particulièrement dans les douloureux, il faut faire très attention parce qu'il faut aller au bout du diagnostic. Donc il faut dire, il y a la phase diagnostique, mais une fois qu'on est au clair, eh bien, on passe à autre chose et on passe à d'autres types de thérapeutiques, mais n'oublions pas cette première phase du diagnostic médical et du diagnostic étiologique. Et puis après, il va falloir, une fois qu'on a fait le point de tout ça, assembler un certain nombre de thérapeutiques, et c'est les assemblages. Et on ne peut pas dire a priori quel est l'assemblage qui va réussir à la personne. Les déterminants sont en effet nombreux, les thérapeutiques sont extrêmement nombreuses. Sur les facteurs lésionnels, on a un certain nombre de moyens d'agir sur des éléments périphériques, par les antalgiques, par les anti-inflammatoires, au niveau spinal, par la neurostimulation antalgique, par la morphine, au niveau supraspinal, avec les antidépresseurs, la relaxation, l'hypnose, toutes les thérapies cognitives et comportementales ont tout à fait un intérêt. Agir sur les facteurs lésionnels, sur l'individu, mais agir aussi sur les facteurs contextuels, et les facteurs contextuels, c'est le projet et les environnements. Remettre des gens, essayer de remettre des gens dans leur projet de vie, lutter contre la passivité, retrouver du dynamisme, lutter contre l'utopie, retrouver une certaine réalité, un certain réalisme par rapport à cette chose, et puis aussi tenir compte des échéances médico-administratives, des contextes, etc. Les capacités de résistance, on l'a dit, elles sont extrêmement variées, elles sont altérées lorsqu'il y a, et plus altérées que dans le cadre de l'atteinte traumatique de l'effecteur locomoteur, lorsqu'il y a une atteinte neuropathique. C'est pour ça que les douleurs neuropathiques sont plus difficiles à gérer parce qu'il y a une atteinte objective particulière du système de transmission avec destruction de structures inhibitrices de la douleur. Donc pour des raisons lésionnelles, il y a des variabilités, mais aussi évidemment, et vous le voyez très bien sur vos patients, pour des raisons contextuelles. Et bien voilà, la boucle est bouclée, on a fait les 6 points clés que je souhaitais aborder avec vous. Pensez à l'inflammation, la traiter tôt, en pathologie traumatique bien sûr, mais aussi en chronique et en pathologie pure de l'appareil locomoteur et à tous les stades. Attention à la mémorisation, le cerveau est une éponge. Caractère d'inutilisation, c'est la déafférentation. Désinformation, c'est les incohérences d'information, c'est les techniques de réafférentation multimodale qu'il faut utiliser. Anticiper, c'est éduquer les gens, leur expliquer ce qui va survenir. L'anticipation anxieuse est un facteur majeur d'entretien de la douleur. Et personnaliser, et bien évidemment, la personne est un individu à apprécier dans son contexte, dans son projet, dans ses environnements. Voilà, je vous remercie pour votre attention.